Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de faire ce webinaire avec vous sur un sujet que je ne connaissais pas ou peu. Enfin, j'en avais entendu parler un peu de loin. Great Place to Work. Enfin, après, il y a des concurrents à Great Place to Work, mais en tout cas, comment se faire certifier son entreprise d'être une bonne entreprise pour les collaborateurs, c'est un peu ça l'esprit. Et donc, en fait, dans le hasard de la vie, j'ai rencontré David, qui va se présenter. Avant de rentrer vraiment dans le détail et de faire on va faire à peu près une interview avec David. Il va nous raconter comment ça s'est passé pour lui. Les petites règles du webinar. Donc, il y a la partie chat où je vais vous dire bonjour sur lesquelles vous pouvez utiliser pour communiquer. Je crois qu'il y a Géraldine qui a déjà dit bonjour. Bonjour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser soit le chat, soit les questions. On s'interrompt à n'importe quand avec David pendant notre échange. L'idée étant pas de faire un duologue avec David, mais d'interagir avec vous sur les questions. Avant de rentrer dans le sujet, spontanément, je vais prendre 1 minute pour me présenter et présenter QuickMS. Donc moi, je suis Christophe, je suis cofondateur et dirigeant de QuickMS. QuickMS est un éditeur de logiciels spécialisé sur 2 outils métiers. Un outil qui s'appelle Graphique, qui est sur les indicateurs RH, qui va faire tout ce qui est pilotage et tout ce qui est BDES et production d'indicateurs sociaux pour les CSE. Et un deuxième outil qui s'appelle Crew, qui permet de gérer les entretiens collaborateurs-managers, de piloter l'engagement, de faire des questionnaires, d'évaluer les compétences. Voilà, dans les grandes lignes. Hein. Bon, le but n'est pas tant de faire du commerce. Et du coup, je vous propose, si tout le monde est prêt, qu'on attaque cet échange avec David. Donc, David, je suis ravi de t'accueillir. Je vais d'abord te laisser te présenter, qui tu es, et après que tu présentes un petit peu ta société. Très bien. Donc déjà, bonjour à tout le monde. Ravi d'être avec vous. Effectivement, j'ai rencontré Christophe il y a quelques semaines et on a pu échanger autour de valeurs communes, je crois, et c'est ce pourquoi je suis là. Donc, je m'appelle David Rimbaud. Je suis responsable administratif, financier, RH et informatique dans une PME régionale qui s'appelle Warmpack. Avant ça, j'ai fait 25 ans de consulting et j'ai été débauché par un client. Warmpack, donc c'est une petite PME de 28 personnes à Vitrolles. On est spécialisé dans les produits techniques qui sont dans les locaux techniques de la piscine. Pompe à chaleur, moteur de filtration, filtre. Voilà, tous les appareils qui servent à rendre l'eau propre, chaude, et de prendre du plaisir avec toujours une notion un petit peu RSE. Ça polluera toujours, mais on essaye de faire en sorte que ça pollue le moins possible parce que ça fait aussi partie de nos valeurs. Merci David. Alors juste pour la petite histoire, et on leur passe le bonjour, j'ai rencontré David à un événement à Châteauneuf-les-Martigues, qui est à la Tempère, à côté de Marseille. Et sur le thème de l'événement, c'était la performance sociale. David est venu intervenir pour parler de ce qu'il a fait chez Warmpack sur Great Place to Work. Alors, première question pour qu'on pose les bases pour tout le monde, même si je pense qu'il y en a plein qui sont déjà bien au courant du fait de ce que c'est. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Great Place to Work ? Je peux le dire. En fait, c'est une société commerciale aussi, mais qui permet d'évaluer dans une entreprise le bien-être que ressentent ses collaborateurs et de les noter par secteur dans l'entreprise pour savoir si une entreprise est considérée comme une entreprise dans laquelle il fait bien bon vivre et bon travailler et peut-être améliorer certaines choses. Ok, ça c'est les bases. Donc en gros, c'est les auditeurs qui viennent auditer le bien-être des salariés dans l'entreprise. Et qu'est-ce qui a déclenché cette démarche chez Warmpack qui a été l'élément déclencheur pour dire on veut se faire évaluer par Great Place to Work? Alors c'est les salariés, enfin, c'est des salariés. C'est une collaboratrice et moi, mais on n'est que salariés. Et étant donné qu'on est dans une entreprise dans laquelle on trouve que nos patrons ont plutôt de la considération pour nous, on a souhaité se faire évaluer. On a demandé à nos patrons si l'idée leur plaisait. Mais ça vient non pas des patrons, mais des salariés. Juste, il a dit quoi le patron quand tu es allé le voir? Au début, il n'est pas forcément en recherche de gloriole. Il a dit que ce qu'il faisait, il le faisait parce qu'il trouvait que c'était ce qu'il y avait de bon pour l'entreprise. Et au début, il n'était pas forcément pour. Et on a un petit peu insisté. Et au final, il a accepté de se faire évaluer, de nous faire évaluer.
Donc, je suppose que ça, c'était la première étape de la démarche, faire accepter par le patron de passer l'audit. Ça Oui, reste quand même lui qui finance, hein. oui, ça coûte. Est-ce que, est-ce que tu peux, du coup, nous raconter un peu concrètement comment ça s'est passé chez vous, nous raconter un petit peu l'histoire de cette démarche de A à Z? Donc oui, effectivement, il y a quand même une démarche commerciale, donc il faut signer un bon de commande, mais c'est honnêtement pas très onéreux au vu du travail que fait Great Place to Work. Derrière, on communique avec les équipes de Great Place to Work. Il n'y a personne qui vient physiquement, mais on leur donne tous les éléments sur tous les salariés de l'entreprise afin qu'ils puissent envoyer un questionnaire de 80 questions, il me semble, à chacun des salariés, qui doit y répondre anonymement pendant une période, un délai imparti, puisqu'il y a une date de démarrage de réponse à l'audit et une date de fin de l'audit. Et donc, une fois qu'on leur a transmis toutes les adresses mail, etc., de tous les collaborateurs, le questionnaire part et les gens ont un délai de 15 jours, il me semble, à peu près, pour répondre à ce questionnaire, qui porte sur tous les pans de l'entreprise. D'accord. Et donc, une fois que les personnes ont répondu au questionnaire, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un minimum de 80% des salariés qui répondent à l'entreprise pour pouvoir être évalués. D'accord? Et une fois que tout le monde a répondu ou que la fin du délai imparti est arrivée, on reçoit les taux de réponse que je vais vous montrer et qui disent automatiquement, puisque tout est informatisé, si l'entreprise est labellisée ou pas comme une entreprise dans laquelle il fait bon travailler. Du coup, tu nous montres un peu ça, je suis curieux de voir. Je vous montre. C'est important peut-être de le préciser. On est une petite structure, on était 20 à l'époque où on s'est fait évaluer, on est 28 aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile d'avoir un gros taux de réponse que dans une grosse boîte, j'imagine. Nous, ça s'est terminé avec 100% de taux de réponse. Ouais, alors là, je suis pas sûr parce que le 80, il est vite arrivé aussi. Les 20%, il suffit qu'il y en ait 3 qui ne veulent pas répondre et oui, c'est vrai. ou 4 qui ne veulent pas répondre et tu as perdu, quoi. Aussi, donc, c'est plus facile de communiquer à 20 personnes, merci de répondre, qu'à 1000 peut-être, mais je ne sais pas. J'ai jamais fait ça dans une grande entreprise. Ah on fera venir Géraldine de mon équipe qui a fait ça à la fin de notre échange. Et je vais donc vous partager ce que donne l'audit. Alors, le bouton partage, il est là. Alors, je te confirme dès qu'on voit ton écran. Ça, il est en train d'arriver, c'est en train de charger. Et là, on voit les résultats globaux. C'est bon. Voilà. Donc, en fait, comme je le disais, il faut que 80% des personnes répondent pour pouvoir être agréées. Et ensuite, dans ces réponses, il faut au moins 65% de très bonnes réponses. Je crois que sur 10, les notes 9 et 10 sont prises en compte, pas les autres. Donc, il faut que 65% des réponses soient quand même très bonnes pour être labellisées. D'accord ? Dans notre cas, 89% des salariés ont répondu que Wampac était une entreprise dans laquelle il faisait bon vivre et travailler. D'accord ? La moyenne des affirmations, on va rentrer dans le détail ensuite. Les dimensions clés. Alors, les dimensions clés, c'est Great Place to Work qui les définit. Pour eux, c'est la justice, la droiture, la moyenne du modèle, la communication, l'impartialité, la crédibilité. Donc, voilà nos notes. D'accord. Ah oui, tu as un vrai tableau de bord. Oui, oui. Alors là, on a les meilleurs, je crois. Non, il y a tout. Oui, tu as les meilleurs à gauche et les moins bons à droite. Et là, tu as tous les pans qui sont testés par les 80 questions et réponses. À savoir qu'il y a des questions-réponses qui peuvent aller dans 2 catégories différentes. D'accord ? Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que du coup, les moins bonnes notes permettent de savoir à l'entreprise où elle peut s'améliorer. D'accord ? Tout à fait. Ce que je n'ai pas dit aussi, qui est très important de savoir, c'est que les réponses sont totalement anonymes. On ne sait pas qui a répondu quoi. Oui. D'accord ? Puis tu les as pas tapés non plus pour qu'ils répondent. 2 ou 3, ceux qui étaient à côté de moi. Non. Donc voilà ce que donnent les résultats. On a aussi, il me semble. Alors, vous aviez déjà fait. Ouais, les meilleurs résultats et les moins bons. Et du coup, David, donc vous aviez déjà fait pas mal de choses et c'est ça qui a engagé la démarche. Mais est-ce que à la suite de cette démarche, vous avez fait d'autres choses? Mais typiquement,
le partage, tu vois que le moins bon résultat et le partage des bénéfices de l'entreprise me paraît équitable, il semblerait que non, puisque 39% simplement ont répondu oui. On a signé fin mars un accord d'intéressement, ce qui est très rare dans des PME. Je crois que moins de 10% des PME en France ont un accord d'intéressement. On a signé un accord d'intéressement dans lequel on a impliqué les salariés, et ce qui devrait résoudre ce point-là qui leur semblait pas équitable. Ouais. L'accord d'intéressement n'est pas obligatoire pour des structures de votre taille. Là, ça devient un peu plus obligatoire. Participation et intéressement devient obligatoire sur des grosses structures. Alors, j'ai plus le seuil légal. Je ne sais pas si quelqu'un l'a. Limite, je vous laisse le mettre dans le chat. Mais il n'y a pas d'obligation. Okay. Donc ça, c'est un des exemples. Est-ce que vous avez fait d'autres choses ou quels enseignements t'en as tiré en autres? Après, on a fait aussi des choses qui étaient dans les tuyaux et qui sont venues après. On a signé une très bonne prévoyance, je crois, pour les salariés. On avait pris une très bonne mutuelle auparavant. Mais après, ça n'a pas changé la ligne de conduite des patrons qui cherchent à faire en sorte que leurs salariés se sentent bien traités et bien lotis. Même l'accord d'intéressement y était, mais on a accéléré les choses et on les a fait participer à ça par l'intermédiaire du CSE. Et là, on est en train de mettre en place, alors ce n'est pas forcément une réponse, une annualisation du temps de travail parce qu'on est dans un métier saisonnier et qu'eux nous ont fait remonter le fait qu'il y a des périodes où ils travaillent plus que d'autres. Et en fait, on est en train d'accéder à cette demande et on est en train de mettre ça en place, ce qui est loin d'être simple. Ah non, alors, connaissant bien le sujet, c'est compliqué, mais c'est très, très à la mode, c'est-à-dire pouvoir travailler peut-être que 4 jours par semaine pendant la période creuse d'activité de l'entreprise et 5, voire même peut-être 3 pendant la période creuse et puis 5 jours pendant la période forte, avec des taux horaires un peu plus hauts. Je suppose que vous avez une saisonnalité liée au beau temps. C'est à peu près ça. Mais en fait, on a une saison qui fait que les gens équipent leur piscine avant la saison de la piscine. C'est-à-dire que nous, là, on arrive en fin de notre saison. Après, les gens vont en profiter. Mais nous, c'est la période haute là et elle va s'arrêter dans le mois à venir. D'accord. Alors, et du coup, je suis curieux. Donc, tes patrons, je crois, qui se prénomment Bernard et Laurent, comment ils ont réagi à ce résultat? Parce qu'ils n'étaient pas pour, ils ne voulaient pas. Ils ont été fiers, je crois, et ils peuvent l'être, et c'était le sens de notre démarche, de savoir que la majorité des gens se sentaient bien dans l'entreprise. Donc, au final, ils ont ressenti une certaine reconnaissance, et c'est aussi ce que nous, on cherchait, même si on ne sait jamais quel va être le résultat. Mais nous, avec Michel, puisqu'elle s'appelle Michel, quand on a entamé cette démarche, c'était aussi pour leur dire ce que vous faites pour nous, ça mérite aussi ça. Alors, c'est sûr que ça leur fait rien gagner, au contraire, ça leur fait perdre un petit billet pour mettre en place. Mais ils sont contents de savoir que les efforts qu'ils font, moi je trouve que c'est important, payent parce que les gens se sentent bien. Ok, intéressant. Du coup, alors, question un peu impact interne. Quels sont le retour suite à cette annonce de certification des salariés? Voilà. C'est quoi pour toi l'impact que tu as eu en interne? C'est clairement une fierté aussi de la plupart des salariés qui étaient dans une dynamique déjà positive. Et moi, je trouve aussi que ça a eu un impact parce qu'il y a toujours des salariés qui sont un peu moins contents que les autres. Et du coup, de voir que la majorité trouve que l'entreprise est une bonne entreprise, les a fait aussi prendre conscience de certaines choses. Il n'y a eu que des impacts positifs en interne, réellement. Certaines personnes qui pouvaient se sentir mal loties en voyant que tous les autres se sentaient bien lotis se sont peut-être dit c'est moi qui ai un problème. Ouais, je suis trop exigeant. J'en demande trop. Aussi. Après, souvent, ça revient. Hein. Mais sur le coup, ça pose les bases. Et l'externe, alors ça a eu quoi comme impact pour vous en externe? Parce qu'en plus, vous n'êtes pas forcément une société dans le monde RH. Quel impact externe vous avez eu? Donc, je vais juste arrêter mon partage. Ah, je l'ai fait, je l'ai arrêté. Tu l'as arrêté, pardon. Ouais. En externe, c'est assez étonnant. Alors, on a eu beaucoup de messages de félicitations parce qu'on a communiqué dessus. Hein. On a fait savoir à tous nos partenaires qu'on avait été agréés, clients, fournisseurs, experts comptables, banques. Et tout le monde nous a félicités et peu de monde a été surpris. C'est souvent les messages qu'on a eu en retour. La presse est venue nous voir. Les gens qui nous ont invités à Châteauneuf-les-Martigues sont venus pour ça. Aujourd'hui, je suis avec vous pour ça. Et il y a même des choses beaucoup plus étonnantes. C'est qu'il y a une entreprise au Portugal qui fait la même chose que nous et qui est détenue par une boîte américaine.
La boîte américaine n'arrive pas à gérer cette boîte. Et elle est venue vers nous pour nous la vendre en me disant, vous avez le label Great Place to Work et on veut que nos salariés soient bien traités. Et ça nous a même amené des contacts de reprise d'entreprise, alors qu'on n'aurait jamais imaginé ça au début. Ouais, ça, c'est vraiment l'histoire un petit peu innovante et originale de l'impact Great Place to Work chez vous. Je vous propose du coup, parce que là David vous a parlé d'une petite structure, donc comme il l'a dit, c'est toujours un peu simple. Géraldine, est-ce que tu peux nous rejoindre pour que tu nous fasses un petit retour d'expérience rapide sur comment ça se passait chez Hays? Donc Hays, c'était une société de recrutement de 1000 personnes. Voilà, Géraldine arrive. Donc Géraldine, vous connaissez certainement ceux qui suivent régulièrement nos webinaires, Géraldine en anime certains, qui est notre responsable marketing et qui a organisé tout ça. Donc je te remercie pour l'organisation, Géraldine. Mais avant, elle avait une vie avant de venir nous voir et de travailler chez Quick MS. J'avais une vie et je travaillais chez Hays, un cabinet de recrutement. Et en fait, la problématique qu'on avait, c'est qu'il y avait une réelle guerre des talents qui se jouait entre tous les cabinets de recrutement. Et en fait, c'était très important pour nous, en fait, pour attirer, c'était vraiment une question d'attractivité, d'avoir cette certification Great Place to Work. Alors forcément, ça se passe pas tout à fait de la même manière quand on est une entreprise de 1000 personnes, parce que le taux de 80% de réponse, il faut se battre pour aller le trouver. Et du coup, il y a des vrais enjeux d'engagement des collaborateurs vraiment dans les mois qui précèdent en fait la mise en place de cette certification et de ce questionnaire. Et pendant toute la durée en fait de l'envoi du questionnaire, il y a un gros travail des managers qui doit être fait d'accompagnement justement sur les réponses au questionnaire. Et après, ce qui est bien, et on communique aussi beaucoup dessus, c'est que quand les entreprises sont sélectionnées dans le top 5, en fait, Great Place to Work ne donne pas la réponse tout de suite. Et ils font une soirée de récompense. Et en fait, là, c'est intéressant parce que du coup, ils reçoivent en grande pompe les futurs lauréats. Et c'est rigolo de voir en fait toute l'émulation qu'il y a autour de cette récompense, donc lors de cette soirée. Et du coup, ça permet aussi aux entreprises de pouvoir communiquer dessus en live. Et derrière, d'apposer cette fameuse certification Great Place to Work derrière sur les offres d'emploi. En marque employeur, c'est vraiment c'est un atout parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que oui, il y a une guerre des talents qui se joue et que ça fait vraiment la différence, quoi. Parce que c'est une certification qui est reconnue. Alors, il y a une dizaine d'années, ça l'était pas trop, mais maintenant, ça devient un peu obligatoire. Surtout pour les entreprises où les candidats sont, où il y a une guerre des talents. Donc, c'est le minimum à avoir, en fait, pour pouvoir recruter. Donc, c'était vraiment un levier stratégique pour l'entreprise, parce que vous faites du service de recrutement, donc vous chassez, chez Hays, ils chassent les personnes, donc vous avez besoin de beaucoup de jeunes qui font du phoning, qui cherchent les profils à présenter à aux clients d'Hays. Ouais, donc vraiment stratégique. Et ça avait aussi une double valeur aussi, parce que par l'interne, mais aussi ça certifiait aussi les recrutements qu'on faisait. Parce que c'était un gage de valeur aussi. On est Great Place to Work et du coup, nos candidats correspondent aussi aux valeurs qui s'en dégagent. En tout cas, merci Géraldine pour ce complément sur la certification que tu as vécue chez Hays. Je rajouterai juste un petit point, si je peux me permettre. Ouais, vas-y. C'est un très bon indicateur du climat social aussi de l'entreprise. Parce qu'en fait, on détecte tout de suite les éléments qui ne vont pas bien du tout, parce que il y a des lignes, en fait, quand on a les résultats du Great Place to Work, ça apparaît, quand on a le rapport, ça apparaît tout de suite, ce sont des lignes qui sont en rouge, et ça permet vraiment de mettre l'accent d'apporter des mesures correctives directement sur ce qui ne va pas du tout, quoi. Donc voilà, donc ça aide je dirais juste que ça aide à détecter les problématiques du climat social. Bon, on parle de Great Place to Work, mais il existe d'autres sociétés qui font le même type de certification, donc c'est pas un monopole. En tout cas, je vais vous proposer de poser vos questions. Vous avez été très très sage pendant ce webinaire. On n'a pas vu de questions. Peut-être que David a été extrêmement clair, ce que je n'en doute pas. Allez, on va prendre une petite minute. Est-ce qu'il y a des questions, ou si juste dites-nous pas de questions dans le chat, comme ça on voit que vous êtes encore là, qu'on ne vous a pas endormi.
Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, non, dans le chat. Je crois qu'on a endormi tout le monde. Oh, vous êtes encore presque 20 connectés, hein, donc pas de questions de Karine. Bon, j'espère que ça vous a plu, Karine, quand même. Oui, donc Karine confirme que c'était bien. Ah, Virginie nous lève des pouces. Pas de questions de Sandra. Allez. Bon, bah alors du coup, s'il n'y a pas de questions... Maintenant, je vais juste confirmer ce qu'a dit Géraldine, c'est qu'en entretien, le fait de recevoir des candidats et de leur dire qu'on est Great Place to Work, c'est très, très rassurant pour eux de savoir qu'ils rentrent dans une entreprise où les collaborateurs qui sont déjà ont dit que ça se passait bien. Oui. Et je crois que ça nous aide pour aller chercher les personnes qu'on souhaite recruter, effectivement. Ouais, ça, j'en doute vraiment pas, et c'est, je pense que l'un des objectifs aussi d'avoir cette certification. En tout cas, moi, David, vu qu'on n'a pas de questions, sauf si elle arrive, moi, je tiens à vous féliciter, hein, parce que je crois que vous étiez la première entreprise de la région de votre taille à être certifiée. Oui. Il y avait un petit élément, donc vous ouvrez peut-être la voie pour d'autres entreprises du sud ou du bassin de l'étang de Berre, Marseille, pour le faire. Bravo pour cette démarche, surtout que ce n'était pas ton métier d'origine, la RH. Et en tout cas, je te remercie énormément d'avoir pris un peu de temps pour partager cela avec nous. C'est un plaisir. Et donc, on va terminer l'événement. Géraldine, merci pour ton retour d'expérience sur ta vie passée. Alors, une question quand même. Allez, on va clôturer sur cette question. Quelles sont les étapes du processus de création d'une culture d'entreprise? Ah Oula, vaste sujet. Je ne sais pas si on va y répondre en 5 minutes. J'ai envie d'y répondre en premier, David, ou je vais essayer, même si tu sais que je suis synthétique. Je crois que la culture d'entreprise, il faut commencer par se fixer l'objectif auquel on veut arriver. Nous, ici, c'est être performant, mais pour être performant, on est persuadé que pour que les collaborateurs soient performants, il faut qu'ils se trouvent bien et dans l'entreprise et dans leur vie. Et donc, les étapes, c'est qu'est-ce qui ne va pas. Moi, je suis arrivé, il y avait une mutuelle dégueulasse, je ne citerai pas de compagnie. Les patrons m'ont dit, David, les salariés, ils ne sont pas bien, ils n'ont pas une bonne mutuelle, tu vas chercher ce qu'il y a de mieux. Et ça a commencé comme ça. Et après, sujet par sujet, je crois qu'on est arrivé à faire en sorte que les salariés ne se posent plus la question, mais si j'ai mal aux dents, comment je fais? Si j'ai un problème de lunettes, comment je fais? On essaye de travailler aussi sur la marque entreprise auprès de la presse, etc., pour créer une dynamique où tous les salariés sont contents de venir travailler et fiers le matin. Mais en fait, je pense que d'abord, il faut fixer l'objectif pour ensuite fixer quelles sont les étapes pour arriver à cet objectif. Voilà ma réponse. Alors, moi, je ne vais pas faire la même que toi, sans mettre en défaut. C'est que je pense qu'en fait, déjà, j'ai un problème avec la question. Je pense qu'on ne peut pas créer une culture d'entreprise. Elle se crée toute seule. On ne peut pas faire un processus de création d'entreprise, de culture d'entreprise. Hein. La culture, c'est d'abord les personnes qui travaillent. C'est souvent, en premier lieu, les dirigeants qui mettent les premières bases et les volontés de cette culture, de comment ils ont envie de s'occuper de leurs collaborateurs. Et quand on prend pour moi, les plus belles histoires en matière de culture d'entreprise qui sont Patagonia, par exemple. D'un coup, j'en ai plus, mais enfin, toutes ces grandes histoires sur la culture d'entreprise, c'est souvent le dirigeant qui impulse ça très fortement. Après, par contre, sur quoi on peut travailler, on peut essayer d'amener des éléments dans la culture d'entreprise, tels que faire rentrer le feedback, tel que faire rentrer un bon système de santé, tel que faire rentrer des règles de management. Donc, vous pouvez essayer de la faire évoluer, mais en fait, vous partez forcément d'un socle de base qui est déjà présente. Voilà. Nous, par exemple, chez QuickMS, on a fait en sorte de mettre dans notre culture d'entreprise la notion de feedback. Voilà, j'en profite pour ceux qui sont connectés. Si vous êtes dans le coin sur Marseille, le 4 juillet, on fait un événement autour de la performance sociale. On va parler de feedback notamment, ou du pilotage par objectif. Voilà. La culture, elle est déjà là, que vous ayez créé ou pas un processus. Je pense qu'elle est permanente et existante. Dès qu'il y a deux personnes qui travaillent, ils ont une culture entre eux, etc. Malheureusement, je ne sais pas si on vous a beaucoup aidé, mais
peut-être mon conseil, c'est déjà essayer de définir la culture qui existe dans votre société. Et après, essayer de voir, comme disait David, de se fixer des objectifs sur quoi on veut aller avec les dirigeants. Voilà. Je sais pas. Et Noah, n'hésitez pas à nous dire, ou c'est Ferdinand, je ne sais pas du coup quel est le prénom. Dites-nous si ça vous convient. En tout cas, je vous propose qu'on arrête le webinaire là. Je vous souhaite une très bonne journée et encore un grand merci à Géraldine et David. Bonne journée, merci à tous. Merci, bonne journée.